Maintenant, je vais passer à Florent Blanc, notre dernier intervenant. C'est moi qui vais vous présenter. Donc, vous êtes assistant à l'université pardon, de Neuchâtel au sein de l'Institut de psychologie de travail et des organisations. Donc, vous êtes un peu en plein dans le sujet, au cœur de notre propos. C'est pour ça aussi qu'on vous a gardé pour la fin. On a parlé de spontanéité avec Lucas. J'ai envie d'être un peu spontanée avec vous. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont marqué, qui vous ont intrigué un peu dans la discussion qu'on vient d'avoir? On a notamment parlé d'ergonomie, de sas de décompression entre travail et vie privée. On a parlé aussi de l'évolution du modèle familial. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez souligner un peu pour l'instant, Monsieur Blanc? Alors, avec grand plaisir, parce que vraiment ces témoignages, ils sont riches et très intéressants pour moi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, depuis le début de la conférence, je prends plein de petites notes justement pour rebondir sur plein d'aspects, parce que vraiment, ça montre que ces nouvelles expériences de travail qu'on vit finalement, même si le télétravail est pas forcément nouveau en soi, il me semble qu'on en trouve des traces dès les années 70, ce qui paraît assez étonnant au niveau de l'évolution technologique. Il y a peut-être une nuance que je voudrais apporter dans le sens où, comme ça a été souligné, en fait, on vit aujourd'hui un télétravail, mais pas que un télétravail. On vit aussi une situation pandémique et on vit les deux. Donc, distinguer l'effet du télétravail seul ou de la pandémie, c'est pas forcément aisé en fait. Et également, en fait, on vit une situation de télétravail qui est généralisée. On a vraiment beaucoup de monde qui a dû transitionner vers ce type de travail, ce qui encore une fois est pas ce qu'on a vécu par le passé. Donc, c'est aussi des situations qui sont assez particulières en soi dans le type de travail qu'on vit déjà. Pour revenir sur quelques points que j'ai notés, déjà sur l'intervention de Madame Château en début de conférence et différents points qui ont été abordés, en fait, on remarque que le télétravail est déjà pas uniformément représenté dans la population des travailleurs, en fait. C'est principalement le secteur tertiaire qui a accès au télétravail, donc le secteur un peu des services. Donc il y a déjà un effet un peu du type de travail qui est moins accessible pour les secteurs primaires et secondaires. Je rejoins d'ailleurs tout à fait le responsable des ressources humaines à l'université de Neuchâtel en disant que ça n'a pas forcément de sens de distinguer l'université en tant qu'organisation. C'est une entreprise qui n'est pas isolée de la réalité comme on peut le penser. Et voilà, c'est une entreprise du tertiaire aussi. Il a été aussi évoqué l'exemple des personnes qui font les nettoyages et qui, elles, évidemment, ne peuvent pas vivre ce télétravail. Donc, il y a aussi un effet important qu'on voit, c'est la question de la classe sociale, en fait. On remarque que les personnes à revenus plus modestes sont un peu plus exclues en fait du télétravail dans leur type de travail même et sont plus exposées au risque d'infection. Ça a été souligné notamment par Monsieur Santos. Vraiment, c'est certaines catégories de la population qui sont plus exclues du télétravail aussi. On a pas mal vu, je dirais, l'importance des mesures organisationnelles en fait pour soutenir ce télétravail. Madame Château évoquait notamment le renforcement des pauses à midi en fait, ça paraît peut-être anodin, mais assurer une structure qui soit saine pour les travailleurs au quotidien, ça fait partie de ce que les organisations peuvent faire pour s'assurer que le télétravail est bien vécu. On a également abordé la question des conditions de travail, que ce soit le matériel au niveau ergonomique, mais aussi au-delà, en fait, où M. Santos à nouveau notait les inégalités dans l'environnement de travail, en fait, qui peut être souvent défavorable. Pour prendre l'exemple de la population étudiante, un rapport du 23 février de cette année de l'OFS indiquait qu'on a 4 étudiants sur 10 qui vivent encore chez leurs parents. Donc pas forcément avec une pièce qui est dédiée au travail et donc au calme. Et encore une fois, il y a un effet de classe en fait où les personnes les plus populaires ont encore moins accès justement à ces choses-là. Euh, Aussi sur j'ai trouvé très très intéressant la dimension de l'informel en fait, de la spontanéité, dans le sens où on remarque qu'il y a une dimension de socialisation qui est ouais, qui est perdu finalement en fait. Ça a été évoqué avec plusieurs exemples, mais notamment la question du recrutement sans CV en fait. Comment retrouver cette dimension informelle des relations, comment ce côté relationnel non verbal, et comme l'évoquait encore une fois Monsieur Santos, le côté qui est très planifié maintenant. On n'a plus de spontanéité, de rencontres comme ça. Et vraiment, c'est des moyens de socialisation qui, à mon sens, doivent être reconstruits
et que c'est aux organisations aussi de s'engager à reconstruire ces moyens avec des projets institutionnels. À ce sujet, je rebondis sur un élément qui a été évoqué, l'idée que les étudiants finalement ont aussi plus de liberté dans leur organisation avec ce système par vidéo. Alors c'est sûr, et je suis un fervent défenseur de la liberté académique, mais il ne faut pas oublier que la liberté académique a aussi son penchant négatif puisqu'elle pénalise finalement les étudiants qui ont moins de compétences à se structurer, à se réguler eux-mêmes. Et là, on rejoint les questions de procrastination. En fait, on a une répartition inégale en fait chez les individus de la capacité à se structurer. Et du coup, c'est ces travailleurs-là et ces étudiants-là qu'il faut aussi soutenir peut-être en particulier dans ce contexte-là. Sur la question de la distance, justement, à l'université, on a beaucoup moins de socialisation informelle qui permettait un peu ce soutien entre étudiants et cet apprentissage d'un savoir-être étudiant plutôt de comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on s'organise, on prend des notes. Et je suis vraiment content en tant que collaborateur de l'université de tout ce qui a été mis en place. Moi, je suis très satisfait de comment ça s'est passé. J'ai déploré un tout petit peu qu'en tout cas à ma connaissance, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues, mais en tout cas chez nos étudiants, il n'y a pas forcément eu de solution pour remplacer cette socialisation, même si je dois tout à fait avouer que je travaille sur des projets pour faire ça. Et c'est pas du tout évident, en fait, de transformer cet informel à un ère de numérique qui va être beaucoup plus voilà, planifié. Par exemple, on n'a pas eu forcément de tutorat sur les compétences transversales, justement ces compétences un peu intuitives comme ça, de savoir-être, qui est un projet pourtant que le bureau qualité souhaite mettre en place depuis certaines années, parce que j'ai travaillé aussi enfin j'ai eu des échanges avec certaines personnes du bureau qualité. Et ça, je pense qu'il y a des choses où bon, il y a toujours une marge de progression, mais je pense qu'il y a des choses sur la population étudiante en particulier où on peut faire des choses en plus. Mais alors, en tout cas, au niveau collaborateur, c'est parfait pour moi. Et Ah, oui. pardon? Je vous laisse continuer ou est-ce qu'on enchaîne? Allez-y, je vous Oui, laisse je veux pas continuer. non plus Non, te non, donner le allez-y, crachoir. allez-y, allez-y, allez-y. Mais c'est aussi ça a été évoqué précédemment, le côté plus proactif de certains étudiants sur la recherche de travail. En fait, à mon sens, ça a aussi le reflet d'une certaine inquiétude qui est accrue par la situation vis-à-vis de l'insertion du marché du travail, qui était déjà potentiellement plus inquiétante. Mais là, je pense qu'il y a aussi quelque chose en plus. Euh, euh, de manière générale, il y avait juste deux points que je voulais aborder pour finir. Sur la question de la vie un peu travail, vie privée. C'est certain, la littérature montre que le télétravail a des effets positifs parce que notamment il permet une plus grande flexibilité entre ses rôles privés et professionnels. Et cette situation qui se généralise dans le télétravail où, comme le soulignait le responsable des ressources humaines de l'université, je suis navré, j'ai plus votre nom, vraiment ce focus sur assurer les conditions de travail plutôt que sur décider si le télétravail il est légitime ou pas, c'est un changement d'optique que je ne peux que saluer parce que ça a beaucoup plus de sens en termes d'assurer le bien-être des travailleurs. Euh, Même si l'analyse des conditions de travail, on est très privilégié à l'université, elle reste assez inégale dans l'ensemble des entreprises. Mais ce risque accru, en fait, ce comment dire, ce nouveau modalité de la gestion vie privée et vie professionnelle, elle accroît aussi certains risques, comme par exemple les conflits entre ces deux rôles, par exemple avoir plus d'ingérence du privé sur le professionnel ou inversement. Également, Monsieur Santos le notait, il y a cette transition entre les rôles en fait qui est plus assurée par des étapes rituelles finalement. Prendre sa voiture, rentrer chez soi, écouter la radio pendant, ben voilà, on n'a plus par exemple ça. Et vous n'êtes pas la seule personne qui m'a décrit en fait cette manière de recréer des rituels personnels. Une anecdote, j'ai un collègue pour commencer à travailler, en fait, il met ses chaussures. Voilà. Et du coup, bah, il y a ce côté d'avoir mis un vêtement qui est différent et qu'on met en dehors de l'espace privé. Il y a aussi cette question un peu de brouiller les rôles. Finalement, on n'est plus certain de est-ce que c'est du privé, est-ce que c'est du professionnel. Et tout ça, c'est des problématiques qui sont d'autant plus fortes pour les personnes qui ont besoin d'avoir, on appelle une segmentation, c'est-à-dire des frontières vraiment nettes et imperméables entre les deux. Et donc, c'est des populations qui sont peut-être plus à risque que les gens qui intègrent très, très bien les deux domaines, quoi. Et notamment aussi sur la question de la vie familiale, je pense que cette crise a aussi un peu visibilisé tout le travail émotionnel et domestique qu'on a à la maison, en fait, la gestion des enfants, la planification, qui est souvent cachée ou pas forcément beaucoup reconnue dans l'organisation un peu capitaliste du travail qu'on a aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est peut-être un bienfait de prendre conscience de ça.
Et si je peux terminer sur un peu ce télétravail, je pense que on a tout à fait rassemblé les éléments centraux dans cette conférence sur l'importance des choses à aborder en télétravail, finalement, qui s'inscrit à la fois sur un niveau individuel, avec ces problèmes de se gérer soi-même, la procrastination et peut-être le jugement excessif qu'on a envers nous-mêmes. Cette question de la tâche, en fait, comment est-ce qu'on rend une tâche télétravaillable selon si, par exemple, on a gros besoin d'interdépendance entre les gens, est-ce qu'ils doivent communiquer, comment on le fait? Le question organisationnelle, et encore une fois, moi, je peux que souligner là-dessus que l'importance du soutien des superviseurs, des programmes de formation et des différentes aides financières, en fait, pour aider à structurer le quotidien des gens. À noter que le côté de la formation, pour moi, il n'est pas forcément suffisant parce que la littérature montre que, outre donner aux gens le savoir, eh ben, il faut les accompagner dans le fait de l'appliquer, en fait. Et du coup, seulement former, des fois, ça n'a pas les effets autant forts que ce qu'on aimerait. Le question matérielle, vraiment la question ergonomique, mine de rien, on l'a souligné et notamment sur la question, on a évoqué le fait d'être debout ou assis. La littérature n'a pas vraiment des effets clairs sur est-ce que c'est un avantage, parce que être debout, ça peut développer d'autres troubles musculo-squelettiques, mais souligner que la question de la sédentarité est importante et ça, justement, l'aspect de travailler à son bureau, mais s'accorder régulièrement des pauses pour se lever, s'étirer, c'est des dimensions qui ont un impact concret à court terme et à long terme. Et au final, l'élément qui a été souligné par tout le monde, c'est la sociabilité, en fait. Comment est-ce que l'entreprise s'assure que la sociabilité est maintenue, que les gens ne sont pas perdus dans un isolement qu'on ne repère pas? Et je pense que l'interprétation de la loi sur le travail, elle est peut-être un peu, enfin, elle est sujette à l'interprétation justement, mais les entreprises ont une responsabilité et doivent s'assurer que ces dimensions sont prises en compte dans l'implémentation du télétravail, comme en général dans le travail, même si la loi, ici je ne m'abuse, elle stipule l'idée comment dire, d'une proportionnalité en fait, selon les effets négatifs. Mais à mon sens, on a tous vécu le fait que ces effets négatifs, ils sont assez forts et qui méritent que les entreprises s'y intéressent particulièrement. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Vous avez mis des mots sur beaucoup de points qu'on a évoqués. Pour ma part, en tout cas, ça éclaire beaucoup de points, de problématiques du télétravail. Vous avez notamment évoqué donc, des projets pour essayer de faire renaître la sociabilisation estudiantine. Je pense que, vu notre public, on parle quand même dans un contexte universitaire, c'est quelque chose qui nous intéresse tous beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ou est-ce que c'est un peu secret? Ah non, c'est pas du tout secret, non, non. Alors, on a même du plaisir à les visibiliser. Euh, je peux vous en parler de deux. Un qui est très simple, c'est-à-dire dans notre institut, on a simplement mis en place des séances de discussion informelle, enfin on va mettre en place plutôt des séances de discussion informelle avec nos étudiants. On a décidé de le faire sans les professeurs, non pas qu'on veut les exclure, mais plutôt parce qu'on part du principe qu'il y a peut-être une hiérarchie qui peut se créer et qui crée de la gêne ou comme ça. On s'est dit qu'avec les membres du corps intermédiaire, il y aurait peut-être moins cette gêne. Mais juste, voilà, de pouvoir avoir des espaces de discussion et de rencontres entre étudiants même, pas forcément que nous, le corps intermédiaire, on soit là. Parce que c'est une demande qu'on nous a fait, voire même j'ai même discuté avec un étudiant ce matin en cours, le fait de plus pouvoir rencontrer d'autres étudiants et de plus pouvoir s'échanger des tuyaux, voilà, c'est pas anodin en fait dans la socialisation même de nos étudiants. Et alors au niveau plus institutionnel, donc au niveau de notre faculté, donc la faculté des sciences, on a un projet pour l'Institut de biologie où des tuteurs qu'on avait déjà employés dans le cadre de tutorat spécifiquement liés à un enseignement pour soutenir cet enseignement et justement travailler sur le côté entre pairs. Ces tuteurs, on les a réengagés, donc c'est un projet qui est vraiment financé et ça c'est une démarche institutionnelle que j'aimerais souligner parce que c'est vraiment génial de pouvoir financer des gens qui finalement vont animer un espace d'interaction avec les étudiants. On parle en l'occurrence d'un serveur Discord, donc c'est encore une fois un outil numérique qu'il faut réapprendre, ma foi. Mais donc voilà, de nouveau, c'est l'institution là qui finance le soutien entre pairs pour dire voilà, vous avez une fois par semaine un espace d'une heure, vous pouvez discuter entre étudiants, vous avez des vieux étudiants qui vous apprennent les tuyaux. Et voilà, je pense que c'est vraiment, ça paraît assez intuitif, enfin non pas intuitif, mais simpliste comme l'idée de dire juste, voilà, on donne une heure. Mais je pense qu'en tout cas, nous, on va suivre très activement si ce projet fonctionne, quel retour il y a,
et monitorer un peu l'effet, parce que la question de l'isolement, tout le monde la vit, étudiants, travailleurs et je pense que c'est des projets assez simples, mais qui peuvent potentiellement faire la différence, ouais. Merci beaucoup. Effectivement, Discord, qui, il me semble, à la base, est une plateforme dédiée plutôt aux jeux vidéo. Donc, je trouve ça intéressant hein, qu'on se réapproprie euh, des outils plutôt à l'écart hein, du champ un peu commun des outils dans ce cadre du télétravail. J'ai une question dans le chat qui me semble intéressante. Donc, on a une étudiante étrangère qui est arrivée en Suisse en espérant découvrir le pays, apprendre la langue, la culture, et donc elle se retrouve un peu désemparée, j'imagine. Elle a du mal à se comprendre un peu avec ses camarades. Est-ce que vous avez un peu des vues sur ce que peuvent ressentir les étudiants étrangers qui, voilà, qui voulaient mener une expérience et qui se retrouvent dans cette situation? Mmh. Alors c'est drôle parce que il me semble que c'est un article, Arc Info qui est sorti il y a moins de 2 semaines sur justement ces étudiants, étrangers qui sont arrivés chez nous, qui en l'occurrence, voilà, vivent encore avec plus de désarroi parce qu'ils ont moins de soutien social direct et je pense que, en tout cas pour l'université de Neuchâtel, mais je pense que les autres universités ont aussi ce genre de programme, il y a plusieurs choses qui peuvent permettre un peu de soutenir, de quand même trouver cette culture. Là, c'est peut-être, une fleur que je vous fais, mais encore une fois, les associations étudiantes, c'est des structures qui sont peut-être plus formelles, mais qui offrent une socialisation qui est différente, en fait. Et rejoindre une association, c'est coûteux en temps, mais ça permet, peut-être ces échanges différents et bon, juste l'anecdote du psychologue du travail, c'est un très bon effet sur le CV et sur l'employabilité après coup. C'est aussi un intérêt différent, mais c'est clairement l'aspect, associatif. En tout cas, l'UNIN propose des tandems, donc en termes de langue, ça peut aussi peut-être aider et je sais que le tandem, informatique a vraiment, enfin, le tandem en ligne a été lancé et fonctionne, il me semble, assez bien, même si j'en ai pas fait l'expérience moi-même. Heu, Après, c'est clair que, bah, ils vivront pas la même expérience que tous les étudiants ont vécu jusque-là en présentiel. Après, j'espère et je pense, personnellement que c'est pas une expérience qui sera, heu, je dirais, moins moins intéressante parce que le rapport à la matière, il est là. Les professeurs, en tout cas autour de moi, se forment de plus en plus et ont de plus en plus d'aisance à créer des petits quiz, à lancer des discussions. Donc je pense qu'on va plutôt vers le mieux à ce niveau-là et bah, je peux pas vraiment dire autre chose que ouais, utiliser les moyens de socialisation qui sont déjà en place, parce que vivre un semestre académique en étant seul, c'est pas vivre l'université, en fait. L'université, c'est une communauté. Merci beaucoup et on souhaite bien sûr un bon courage à tous les étudiants et bien sûr les professionnels qui se retrouvent dans une situation sociale difficile et une petite pensée aussi aux étudiants étrangers. Voilà, on vous soutient. Je te laisse la parole, Loris, pour clore un peu la discussion, voir s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Blin, c'était très intéressant. Oui, vraiment. Du coup, moi, je vais clore un peu cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions du public? Si oui, vous pouvez sans autre enlever votre micro, enfin découper votre micro et puis prendre la parole si nécessaire. Ou d'autres intervenants, enfin des intervenants qui voudraient rebondir sur sur d'autres sujets, prendre un peu la parole. Moi, j'ai juste Oui. une question étant donné qu'on a des personnes des ressources humaines. Aujourd'hui, on est dans une situation épidémiologique qui force justement ou qui incite au télétravail. Donc là, on est dans cette situation-là parce que c'est entre guillemets une imposition, enfin une recommandation du Conseil fédéral. Quand la campagne de vaccination aura avancé et que du coup, ça ne sera plus une recommandation, aujourd'hui, il y a des craintes auprès des collaborateurs qui commencent à émerger un petit peu partout sur le fait que même moi, par exemple, dans le domaine de la formation, on se pose la question, est-ce que pour revenir en présentiel, je devrais être vacciné? Est-ce que pour conseiller mes clients à la banque, je devrais être vacciné? Est-ce que pour donner mes cours à l'université, je devrais être vacciné, etc. Comment est-ce que c'est des choses que vous avez déjà eu à faire et puis comment est-ce que vous gérez, enfin, comment est-ce qu'on gère finalement ce genre de craintes-là? C'est un peu des nouvelles craintes qui commencent à émerger avec les différentes rumeurs qu'on entend avec une vaccination obligatoire, un passeport vaccinal ou ce genre de choses.
Alors, merci pour cette question. Je ne sais pas qui des ressources humaines veut prendre un peu la parole. Moi, je veux bien répondre. Alors, c'est naturellement des questions qu'on commence à aborder. On n'a pas de décision. Je ne peux pas vous dire dans quelle direction ça va aller aujourd'hui. J'ai contact avec pas mal de personnes des ressources humaines sur la place de Genève, en tout cas dans les banques. Et oui, c'est des questions qu'on, sans naturellement jamais parler d'obligation, mais plutôt pour rassurer les gens dans ce sens-là, plutôt, voilà, de mettre ça à disposition. Nous, on avait déjà eu la possibilité d'avoir des tests pour savoir si on a, c'était pas le test PCR, mais c'était le test pour savoir si on avait des anticorps. Donc ça, on a déjà eu, tous les employés de la banque ont pu faire ce test, ceux qui le voulaient. Donc on avait déjà eu ça il y a quelques mois en arrière, je ne me rappelle plus quand, mais ça fait un moment. Et puis naturellement, oui, c'est des discussions qu'on a. Il y a les inquiétudes des gens, il y a de tout. Hein. Il y a ceux qui disent qu'il faut arrêter. Il n'y a pas que des inquiétudes, il y a aussi ceux qui disent que c'est tout du pipeau, il faut qu'on arrête, il faut qu'on retravaille. Enfin voilà. Et puis il y a les autres, comme vous dites, qui sont vraiment anxieux, pour qui c'est un problème. Donc oui, il faut tenir compte de tout le monde en même temps dans une entreprise. Donc, mais voilà, nous, on a aussi beaucoup reparlé de l'importance de la responsabilité de l'employeur là-dedans. Dans les ressources humaines, c'est un petit peu aussi à nous de remettre ça au cœur des discussions. Mais bon, ce n'est pas oublié en ce moment. Mais c'est vrai que peut-être dans le secteur bancaire, il n'y a pas de problème physique en général des gens. Donc, la santé au travail est plutôt la santé mentale. Il n'y a pas tellement d'autres problématiques chez nous. Mais là, pour le coup, voilà, c'est des questions qu'on a moins l'habitude de mettre en avant et de devoir discuter. Et là, voilà, on apprend aussi à devoir parler de ce genre de choses. Ouais. Alors, comme vous le dites, il y en a qui sont vraiment contre, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont été pour et qui disent, après la pandémie, j'aimerais rester en télétravail à plein temps parce que ça m'a permis de découvrir que j'aimais ça et puis que je préférais? Est-ce qu'il y a des retours positifs aussi? Bien sûr, il y aura de tout. Mais maintenant, au début, c'était tout feu, tout flamme. Et puis maintenant, on revient quand même que tout le monde presque maintenant commence à dire il faut que je revienne un peu. Et c'est intéressant, les analyses qu'on a en ce moment qui commencent à émerger, c'est plutôt une approche flexible qui risque d'arriver. Là, je ne sais plus qui c'est qui parlait de 2 jours par semaine. Je ne crois pas trop qu'on va se diriger là-dessus. Je pense que les gens, ce qu'ils apprécient dans l'organisation du travail qu'on a aujourd'hui, c'est cette flexibilité, en fait. Comme on disait, de peut-être, oui, j'ai besoin de faire quelque chose en 3 heures et 4 heures, et puis je n'ai pas besoin forcément de le faire à partir de 18 heures quand tout le monde le fait aussi, ou ces choses-là. Alors, ça va être intéressant, les prochaines discussions, je pense, parce qu'il va falloir quand même, il y a des fois qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Donc, voilà. Mais je ne suis pas sûre que ça finisse vraiment vers des modèles très rigides de 1-2 jours par semaine. Ça, je ne suis pas persuadée. En tout cas, dans notre secteur, de nouveau, hein, c'est aussi la Donc plutôt sur flexibilité. une approche un peu flexible. Ouais. Et si jamais je peux être en télétravail aujourd'hui, mais aller au bureau Voilà, puis demain. j'aimerais bien que ça ne soit pas forcément que le mercredi, mais peut-être un autre jour aussi si j'ai envie, une autre semaine. Voilà, c'est plutôt un petit peu comme ça. Ok, Je un sens. imprévu qui pourrait laisser la place à un travail à distance malgré tout. Ouais. C'est une. Si je peux rebondir Oui, peut-être bien sûr. là-dessus. Moi, les retours que j'ai de collaboratrices et de collaborateurs vont un petit peu dans le sens du sondage que vous avez fait au début. Donc, de garder une partie de travail à distance, je pense que ça va rester. Enfin, certains feront cette demande. Je vous disais plus tôt que nous, on avait une pratique avec 20% du temps de travail à distance. Et assez régulièrement, j'entends ce feedback dire « Ah bah tiens, maintenant, on pourrait passer à 2 jours ». Cela dit, je vous rejoins, madame, sur l'aspiration à la flexibilisation. Et nous, on travaille là-dessus, en fait, pour amener différents modes d'organisation du temps, pour donner aux gens davantage de flexibilité. Flexibilité géographique, avec le télétravail, mais flexibilité horaire aussi, avec des concepts d'annualisation du temps de travail ou de semaines condensées, ou vraiment pour travailler là-dessus. Donc, c'est là aussi un nouveau terrain d'expérimentation qu'on va tester cette année. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres commentaires.
J'ai vu que Florent, Monsieur Blanc, vous avez une réaction à un moment. Est-ce que vous voulez nous parler? Vous avez peut-être une question? J'avais deux remarques sur cette question de la flexibilité. C'est certain qu'elle apporte un avantage. Moi, la seule chose que ça m'évoque, enfin non, une chose en plus que ça m'évoque, c'est que en fait, ça va aussi dépendre des travailleurs en eux-mêmes et de justement cette préférence, soit à plutôt segmenter, soit à plutôt intégrer ces sphères. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un suivi à faire pour les personnes qui ont besoin de cette distinction de manière forte. Je pense que vraiment, il y a des gens qui sont ravis de ça et pour ma part, j'en fais partie. J'aime beaucoup cette flexibilité. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir aussi soutenir les gens qui ont besoin de ce cadre travail, vie privée coupée. Mais certainement qu'on va aller vers cette flexibilité. Et en ce sens, au niveau des quantités dont on parle, 2 jours, 3 jours, etc., euh, la tendance qu'on voit plutôt dans la littérature, c'est de dire que le télétravail a des effets bénéfiques notables et vraiment forts, mais que ces effets bénéfiques sont plutôt réduits quand on a un temps de télétravail qui est trop long, en fait. Donc, pour le dire peut-être trop simplement, mais trop de télétravail tue le télétravail, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis assez d'accord avec cette idée à la fois de favoriser cette flexibilité, mais de pas l'étendre à l'ensemble de la semaine, mais de garder des périodes un peu plus réduites, parce que vraiment, c'est dans ce modèle-là qu'on observe les effets bénéfiques les plus forts, que ce soit sur la satisfaction au travail, le sentiment de performance, bon, comme ça a été noté, plus la performance peut-être qui est reportée par les superviseurs que par la personne elle-même, mais aussi sur justement ce moins de stress dans la gestion des rôles qui sont liés au privé et au professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. Je pense qu'on va conclure un peu sur vos mots, sauf s'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas. J'ai l'impression que ce qui en ressort, c'est que voilà, ce mode de télétravail dans le contexte de cette pandémie, c'est des défis, des challenges, mais aussi des évolutions, des nouveautés, des opportunités. Et en tout cas, sûrement beaucoup de travail pour la recherche, notamment la recherche en psychologie, en ergonomie, et aussi au niveau organisationnel, bien sûr, au niveau des entreprises et des ressources humaines. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette conférence avec vous. On est tous ravis à Jeune Consulting. Et puis voilà, je pense qu'à la prochaine, on peut se dire à la prochaine conférence. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, oui.